9 août 1945. Le monde retient son souffle depuis 3 jours. Hiroshima n'est plus qu'un nom de cauchemar, une cicatrice sur la conscience du monde. Mais l'histoire n'a pas fini de s'écrire. Une deuxième bombe est en route. On l'appelle Fat Man, l'homme gras. Un nom presque grotesque pour un instrument de mort absolue. Plus lourd, plus puissant, plus complexe que Little Boy, son frère tristement célèbre. Une sphère de plutonium-239. Une merveille de technologie conçue pour une destruction totale. La cible du jour n'est pas Nagasaki. C'est Kokura, une ville industrielle, un arsenal militaire. L'avion, le B-29 Boxcar, commandé par le major Charles Sweeney, survole Kokura à 3 reprises. Mais la ville se protège sans le savoir. La fumée des usines, les nuages, peut-être l'humidité d'un été japonais, voilà la cible. Impossible de larguer à vue, c'est l'ordre. Le carburant diminue. La tension dans le cockpit est palpable. Faut-il faire demi-tour? Larguer la bombe au-dessus de l'océan? Ou se diriger vers la cible secondaire? La cible secondaire, Nagasaki. Un nom qui n'aurait dû être qu'une ligne, dans un rapport de mission avorté. Un port niché entre des collines, un paysage accidenté qui, ironiquement, limitera la portée de l'explosion, mais concentrera sa fureur sur une vallée, la vallée d'Urakami. Nagasaki, ce n'est pas qu'un port militaire et les aciéris Mitsubishi. C'est une ville avec une histoire unique. C'est le berceau du christianisme au Japon, une communauté qui a survécu à des siècles de persécutions. Sa cathédrale, Urakami, est la plus grande d'Asie de l'Est. Des écoles, des hôpitaux, des maisons de bois s'accrochent au flanc des collines. Près de 240 000 âmes y vivent, y travaillent, y dorment. Elles ignorent tout du débat qui se joue à 9000 mètres au-dessus de leur tête. Le Boxcar vire de bord. Cap sur Nagasaki. Le temps presse. Les nuages, encore eux, recouvrent la ville. Le bombardier, Kermit Behaan, scrute l'horizon à travers son viseur. Pendant de longues minutes, l'échec semble inévitable. Et puis, soudain, une trouée. Une brève éclaircie entre les nuages, juste au-dessus de la vallée d'Urakami. Assez pour voir les usines d'armement. C'est suffisant. 11h01. L'ordre est donné. 11h02. Bombe larguée. Fat Man tombe. Une chute de 47 secondes vers l'enfer. D'abord, la lumière, le pica, un éclair magnésium, un soleil blanc et aveugle qui efface toutes les couleurs. Un survivant dira plus tard, c'était une lumière sans source, elle venait de partout à la fois. Les gens sont surpris dans leurs gestes les plus simples. Un homme peint sur un mur, son ombre se grave à jamais dans la pierre. Une femme lève la main pour se protéger, les os de sa main s'impriment sur son visage. Le silence. Un silence assourdissant, irréel, d'une fraction de seconde. Puis, le son. Le don. Une déflagration qui n'est pas un bruit, mais une force physique. Une vague de pression qui pulvérise tout sur son passage. Dans un rayon d'1,5 kilomètre, tout est anéanti. La cathédrale d'Urakami s'effondre. Les maisons de bois s'enflamment comme des allumettes. Les tuiles des toits se transforment en projectiles mortels. Le souffle projette des corps à des centaines de mètres. La chaleur, près de 4000 degrés Celsius au point d'impact. Une fournaise qui vaporise les êtres humains, ne laissant qu'une tache de graisse sur le sol. Plus loin, elle brûle les vêtements, fait fondre la peau. Un médecin qui se trouvait à l'hôpital de la ville se souvient. Soudain, la pièce est devenue lumineuse. J'ai vu mes os, à travers ma peau, comme sur une radiographie. Puis j'ai été projeté au sol. Quand je me suis relevé, l'hôpital n'était plus qu'un squelette de béton. Ensuite, vient le vent. Un vent noir, un typhon de feu qui aspire l'air et crée une tempête de débris. Et enfin, la pluie. Une pluie noire, huileuse, radioactive. Des gouttes épaisses et poisseuses
qui collent à la peau des survivants. Ceux qui, dévorés par la soif, la boivent, signent leur propre arrêt de mort. Ce qui suit n'a plus de nom. C'est une scène de l'Apocalypse. Le paysage était lunaire, une mer de décombres fumant, sous un ciel devenu crépusculaire, à cause de la poussière et de la fumée. Des incendies partout. La ville est un brasier, et au milieu de ce chaos marchent les survivants. Les Hibakusha. Ils ne ressemblent plus à des humains. Leurs vêtements sont en lambeaux, ou ont complètement disparu. Leur peau pend en lanière. Ils avancent en silence, les bras tendus devant eux pour éviter le contact douloureux de la peau arrachée. Des fantômes. Une femme, Sumiteru Taniguchi, alors jeune postier, a été projetée de son vélo. Son dos n'était plus qu'une plaie pomme vive. Il passera des années allongé sur le ventre, sans pouvoir bouger. Ces photos, des décennies plus tard, témoigneront de l'horreur. Partout le même cri. Mizu, Mizu. De l'eau, une soif insatiable causée par les brûlures. Mais donner de l'eau à ceux dont les organes internes sont détruits, c'est accélérer leur faim. Les sauveteurs, eux-mêmes sachent blessés, sont confrontés à des choix impossibles. Qui aider? Comment? Les rivières sont pleines de corps. Des gens s'y sont jetés pour échapper aux flammes, pour y mourir. Des mères serrent leurs enfants carbonisés dans leurs bras, refusant de les lâcher. L'odeur. Une odeur douceâtre, écœurante, de chair brûlée, qui hantera les survivants pour le reste de leur vie. On estime que 74 000 personnes sont mortes à la fin de l'année 1945, tuées sur le coup par l'explosion, par les incendies ou dans les semaines qui ont suivi, par une maladie nouvelle et terrifiante. La maladie de la bombe atomique, les blessures invisibles, d'abord la fatigue, les nausées, la perte des cheveux, puis les taches violettes sur la peau, les saignements. Le système immunitaire s'effondre, le corps se décompose de l'intérieur. C'est l'œuvre des rayons gamma et des neutrons qui ont traversé les corps, détruisant les cellules. Pour ceux qui survivent à cette première phase, le calvaire ne fait que commencer. Le long terme, c'est l'ombre du cancer. Des leucémies, des cancers de la thyroïde, de l'estomac. Une épée de Damoclès suspendue au-dessus de chaque Hibakusha. Et les cicatrices psychologiques, la culpabilité du survivant. Pourquoi moi? Pourquoi ai-je survécu alors que toute ma famille a péri? Les cauchemars, le souvenir indélébile du flash, des cris, et la discrimination, la peur de la contamination. On craint d'épouser un Hibakusha, on craint que leurs enfants ne naissent avec des malformations. Ils sont marqués, dans leur chair et dans leur âme. Pourquoi Nagasaki? La question reste posée. L'argument officiel était de hâter la fin de la guerre, d'éviter un débarquement américain coûteux en vie. Le 6 août, Hiroshima. Le 8 août, l'Union soviétique déclare la guerre au Japon et envahit la Mandchourie. L'étau se resserre. Le Japon était-il déjà sur le point de capituler? Certains historiens affirment que la deuxième bombe n'était pas militairement nécessaire, que c'était une démonstration de force, un message envoyé non pas à Tokyo, mais à Moscou. Le début de la guerre froide, inauguré par un champignon atomique, un calcul politique dont les habitants de Nagasaki ont été les pions sacrifiés. Le 15 août, l'empereur Hirohito annonce la capitulation du Japon. Sa voix, pour la première fois, est entendue à la radio par le peuple. Il évoque une bombe d'un nouveau type, extraordinairement cruelle. Aujourd'hui, Nagasaki est une ville reconstruite, vibrante. Le port est actif, les rues sont pleines de vie. Mais la mémoire est partout. Dans le parc de la paix, avec sa statue monumentale qui pointe le ciel, d'où était venue la menace, et tend une main pour symboliser la paix. Au musée de la bombe atomique, où les objets tordus par la chaleur, les ombres sur les murs et les témoignages poignants racontent l'histoire.
Les voix des Hibakusha s'éteignent peu à peu. Leur nombre diminue chaque année. Mais leur message, leur plaidoyer, résonne plus fort que jamais. Ne plus jamais ça. L'humanité ne doit plus jamais utiliser de telles armes. Le récit de Nagasaki n'est pas qu'une histoire japonaise. C'est l'histoire de notre capacité à l'autodestruction. C'est un avertissement gravé dans les ruines d'une cathédrale et dans la souffrance d'une ville martyre. L'histoire d'un jour d'été où un deuxième soleil s'est levé dans le ciel. Un soleil qui n'apportait pas la vie, mais la mort. Et l'humanité a regardé dans l'abîme,